Donc pour eux, on est des colonisateurs, sans rentrer dans la politique. Est-ce que telle terre est pour eux, Je ne rentre pas dans la politique, mais je dis, notre présence en Israël, que ce soit Tel Aviv, que ce soit Haïfa, que ce soit n'importe où, on est des colonisateurs. On n'a pas notre place là-bas, soit dans la mer, soit retourner en Europe. Écoutez ce qu'il a dit hier, Nabil Chat, sur la scène de l'ONU, sans que personne ne puisse dire quoi que ce soit derrière ça. Et c'est quelque chose de fondamental. Vous qui vivez ici, de savoir, pour vous, je ne vous dis pas après de devenir les ambassadeurs d'Israël, etc., ce blabla que beaucoup vous racontent, je ne vous dis pas ça. Vous voulez l'être, tant mieux. Mais au moins pour vous, quand vous construirez une famille, quand vous éduquerez vos enfants, leur expliquer ce que c'est que faire partie de cette nation qui est la nation juive. Et si j'arrive à faire passer ce message-là, je serai content. J'aimerais juste, et après je laisserai s'il y a des questions ou s'il y a des objections, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, raconter une histoire qui n'a peut-être pas tout à fait à voir, mais qui, moi, m'a aidé beaucoup à comprendre ce que Rachi a voulu dire là. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années, en 2006, à la deuxième guerre du Liban. Il y a un des soldats, alors je sais qu'en France, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire des sites israéliens d'information, mais cette guerre a été très dure pour Israël. D'abord parce qu'on ne s'attendait pas à une telle réponse, un tel répondant de la part du Hezbollah qui s'était bien préparé malheureusement à une attaque. Et on a perdu pas mal de soldats. Alors tout est relatif. Eux, ils ont perdu 3000 personnes et ils criaient victoire un petit peu partout. Nous, on a perdu 113 personnes entre les soldats et les citoyens et pour nous, c'était une défaite. Chacun a une valeur de la vie qui est différente visiblement. Et un des soldats qui est mort, qui est le dernier soldat à être mort là-bas, il s'appelait Emmanuel Moreno, Zichrono Livracha, dont la famille est très proche de mes parents qui ont fait leur allié du Maroc, comme mes parents l'ont fait, etc., etc. Et c'est des gens de lesquels on est très proche, la famille Moreno. Emmanuel est le seul soldat de Tsahal, dans toute l'histoire de Tsahal, dont la photo n'a pas été publiée après sa mort. En général, quand un soldat meurt, malheureusement, c'est la scène terrible qu'on a le lendemain, c'est de voir le journal, de l'ouvrir, et en première page, de voir la photo de ces jeunes soldats qui sont morts la veille et dont on n'a pas pu donner le nom la veille et qui apparaît sur le journal du lendemain. Le seul dont la photo est restée anonyme, c'est Emmanuel Moreno. Pourquoi? Parce que Emmanuel faisait partie d'une unité d'élite qui s'appelle Sayeret Matkal, qui est l'unité par excellence d'élite de Tsahal. Il y en a beaucoup, mais c'est la meilleure unité de Tsahal. Et il était commandant en chef dans cette unité-là. Et visiblement, le fait de montrer sa photo aurait mis en danger, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs personne ne connaît sa photo, moi je le connaissais personnellement donc je sais à quoi il ressemble, mais les gens, en tout cas dans le public, ne savent pas à quoi il ressemble parce que ça aurait pu mettre en danger des gens qui jusqu'à aujourd'hui sont en opération visiblement dans des pays arabes, etc. Voilà, donc la raison pour laquelle on n'a pas mis sa photo. Et je vous raconte quelques mots sur l'histoire, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Emmanuel, le jour de son enterrement, on était très nombreux, il y avait énormément de monde. Je pense qu'il y avait entre 10 et 15 000 personnes ce jour-là. Une chaleur torride, plein été, fin juillet 2006. Et à son enterrement arrive un officier avec une cagoule, lui aussi caché, qui vient parler et faire un espède, c'est-à-dire une oraison funèbre. Et là, il raconte une scène qui lui est arrivée quelques jours avant avec Emmanuel, avant sa mort. Mais vraiment 2-3 jours avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à la deuxième guerre du Liban, il y a eu un des incidents qui avait causé la mort de 5 soldats. C'est un hélicoptère de Tsahal qui est allé évacuer des soldats, des blessés sur le terrain. Et en vol, en arrivant vers l'endroit, un terroriste du Hezbollah a tiré sur l'aile de l'hélicoptère. L'hélicoptère a perdu l'équilibre et il a une chute assez grande et malheureusement ils sont tous morts. Et Emmanuel vit cette scène-là avec ce fameux officier qui parle. Et cet officier raconte, il dit à Emmanuel, il lui dit, mais tu te rends compte, c'est terrible comme mort. C'est-à-dire que tu sais que tu as été touché, que ton hélicoptère a été touché, que tu es en train de perdre l'équilibre, que tu es en train de tomber. À quoi tu penses? Je ne sais pas, c'est une scène horrible. À quoi tu aurais pensé toi? Alors Emmanuel sourit et il dit rien. Il lui dit non, dis-moi toi. Il dit je sais pas, moi je pense que le film de ma vie serait passé. Je me serais dit voilà, j'aurais pensé à mes enfants, à ma femme, à tout le monde, à tous ceux que j'aime, etc. J'aurais peut-être une pensée. Il le regarde et il lui dit toi qu'est-ce que tu aurais fait? Il dit moi j'aurais fait ce que je pense bon. Il lui dit quoi? Lire le schéma.
Et l'autre officier qui n'est pas religieux lui dit, mais toi, tous ces religieux comme toi, allez, en quoi ça va t'aider? Ça va te sauver la vie, le schéma? Qu'est-ce que tu vas gagner à faire ce schéma-là? Tu as un intérêt à faire ça derrière? Ça va rien changer. Au moins pense à ta famille, pense à quelque chose qui va t'aider à passer ces moments difficiles-là. Et Emmanuel lui dit, tu sais quoi? Pour moi, si je fais ce schéma ou si je ne le fais pas, ça change toute ma présence en Israël, toute ma vie et mon essence ici à l'armée. Si je donnais tant d'années de ma vie au péril de ma famille, au péril de ma vie à Tsahal, c'est parce que pour moi, je fais partie d'une nation. Mais cette nation, c'est sa terre que je défends, c'est sa Torah que j'étudie. Quand je rentre de l'armée le soir, et c'est ce peuple-là pour lequel je suis prêt à donner ma vie. Si je fais ce schéma avant de mourir dans ces conditions-là, alors que j'ai su remettre un sens à ma présence dans cette armée. Sinon, je suis comme un mercenaire dans l'armée russe. Ça ne changera rien. Et malheureusement, c'était assez prémonitoire, puisque 3 jours plus tard, dans une des opérations pour retrouver les 3 soldats qui étaient kidnappés et que finalement, après on a su qu'ils étaient morts et qui ont été échangés contre des terroristes, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les corps ont été rendus, etc. Et eux, ils vont en plein territoire, en plein cœur du Liban, pour essayer de retrouver les soldats, parce qu'ils ont eu une information qu'ils seraient peut-être dans un hôpital en plein milieu d'une ville qui s'appelle Baalbek. Ils vont là-bas, ils ne les retrouvent pas, et en revenant, ils sont attaqués par des hommes du Hezbollah, et il se fait blesser gravement, très gravement. Il reçoit une balle pas loin du cœur, il perd beaucoup de sang, et cet officier qui est avec lui dans ces moments-là dit que la chose qu'il a fait à ce moment-là, c'est de faire Shema Israël. Et je vous raconte juste cette histoire parce que, d'abord, on était tous extrêmement tristes, extrêmement émus de ce qui est raconté, mais ça nous a permis également de comprendre ça. De comprendre que qu'est-ce que c'est qu'être une nation? Qu'est-ce que c'est que faire partie de ce peuple-là, qui est un peuple qui a des qualités extraordinaires. Si un jour vous permettez, je peux revenir, ou peut-être je vous l'enverrai, vous le verrez, vous n'avez pas besoin de moi pour le voir. Il y a un film sur un autre soldat un autre officier qui s'appelle Roy Klein, qui est mort en se jetant sur une grenade pour sauver son commando. Il y a un film qui dure une 50aine de minutes. Je vous conseille un jour de voir ce que c'est que faire partie de la nation juive. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui respecte la halakha et le monde juif, du moment où il se lève le matin jusqu'au soir, jusqu'au moment où il doit donner même sa vie pour sauver ses soldats. C'est ça que faire partie de cette nation. Et s'il y a une chose que je vous souhaite, c'est d'être fier de faire partie de cette nation-là, de le brandir. Et quand on vous dit une religion, oui, nous sommes une religion, mais également une nation. On a une terre, on a une histoire, on a une langue qui s'appelle l'hébreu, et elle est vivante. Voilà ce message que j'ai essayé de vous amener directement d'Israël. Si j'ai réussi à le faire passer, alors ça valait le coup de dormir très peu la nuit dernière et de venir jusqu'à Lyon. Je vous remercie de votre écoute. S'il y a des choses que vous voulez dire sur ça, j'aimerais qu'on fasse un petit arrêt maintenant. Il me reste encore 7 minutes. Si j'étais à l'armée de l'air, désolé, j'ai le truc des horaires extrêmement comme ça chez moi. Sinon, je voulais vous parler d'autre chose. Donc, s'il y a des questions ou s'il y a des remarques sur ce que j'ai dit, avec plaisir. Sur Roy Klein, le film s'appelle Bechol Evafra, de tout ton cœur, de toute ton âme, il s'appelle. Bechol Evafra ou Chol Nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme, il s'appelle. Mais vous ne le trouverez pas, c'est pas un film qui est sorti sur le marché ou quoi que ce soit, c'est un documentaire. Même pas. C'est un documentaire en fait qui est sorti à très peu d'exemplaires malheureusement, alors que je pense que tout le peuple juif devrait voir ce film, tellement il est fort et important, et ça vaut vraiment le coup de le voir. Il a été traduit en français avec sous-titres. Des questions, des remarques, des oppositions, mais toujours quelqu'un qui me dit je suis pas d'accord. On est tous d'accord. Hein. Non, on n'est pas le peuple juif pour rien, hein. Il faut toujours qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord. Alors je me permets de prendre encore 1 ou 2 minutes, vous dire, je ne suis pas venu pour ça, mais si déjà je suis là, je me permets de parler 1 ou 2 minutes de ça. Dans la vie de tous les jours, je vous raconte un petit peu ce que j'ai fait et comment je suis arrivé ici, etc.
J'ai grandi un peu plus au sud que vous, au Maroc. J'ai fait mon allié du Maroc à 18 ans. Il y a encore des juifs là-bas, et oui, ça arrive, malheureusement, mais il y en a encore, même aujourd'hui. Et je suis arrivé en Israël, j'ai étudié un petit peu la Torah, j'ai un petit peu ensuite étudié à l'université hébraïque de Jérusalem. J'ai fait mon service militaire dans l'armée de l'air, dans cette fameuse, je vous ai parlé d'unité de sauvetage où on va en hélicoptère, c'est l'unité dans laquelle j'ai fait mon service. Et à la suite de ça, j'ai fait mon master, j'ai commencé à travailler dans un endroit qui s'appelle le lycée français de Jérusalem, Chavat HaNoar Tzioni, pendant 3 ans. Je me suis marié en attendant, j'ai eu des jumeaux, maintenant j'ai eu une petite fille aussi, donc j'ai 3 enfants. À la suite de ça, j'ai travaillé dans un programme de l'agent juif qui s'appelle Stagiairim, qui propose des stages à des jeunes de France qui vont en Israël. Je suis parti pendant 3 ans en France, où j'ai représenté l'agent juif pour les jeunes et les étudiants. Et là, je viens de revenir il y a quelques mois en Israël, où je travaille pour un département qui s'appelle Expérience israélienne. Et on s'occupe là-bas, entre autres, de programmes de stage, des programmes de formation professionnelle, des programmes de gens qui ont une carrière en France et qui veulent éventuellement la continuer en Israël dans leur domaine. Et donc, on s'occupe un petit peu de tout ça. Si par hasard c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser un jour, alors je vous laisserai mes coordonnées ou des prospectus d'un petit peu ce qu'on fait là-bas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de votre accueil et puis peut-être à bientôt.